chers citoyens, chers collègues, chers invités, chers doctorants, chers étudiants, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, de souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'organisation de ce colloque sur le thème le triangle Chine, Russie, Afrique, quel est l'enjeu, le triangle France-Europe, Afrique. Le thème de ce colloque international aborde, comme vous le savez, une problématique pertinente d'actualité qui renvoie aux enjeux géopolitiques, géoéconomiques et stratégiques relatifs au positionnement de puissances traditionnelles et de puissances émergentes dans le continent africain, qu'il s'agisse de l'Europe et de la France, ou qu'il s'agisse de la Chine et de la Russie. Dans un système international post-gazoil, instable, incertain et fragmenté, les puissances traditionnelles se trouvent en Afrique dans une situation défensive en raison du positionnement offensif des puissances émergentes à l'instar de la Chine et la Russie. La nature fragmentée et multipolaire du système international actuel impose à l'Afrique de choisir entre des modèles de coopération et de partenariat n'ayant pas les mêmes logiques, n'ayant pas les mêmes normes et n'ayant pas les mêmes valeurs. Les questions sous-jacentes aux relations trilatérales au milieu de ce colloque et les questions relatives aux enjeux de ces relations sont multiples. La principale, à mon avis, est celle qui va dans le sens des intérêts de l'Afrique et son développement durable et de son intégration régionale dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. En bref, l'Afrique ne peut tirer profit des offres partenariales de la Chine, de la Russie, de la France, de l'Europe, que si ce continent renforce son unité politique et économique et améliore par voie de conséquence son positionnement en termes d'appropriation de ce partenariat et de cette coopération et en termes bien sûr de développement en sciences économiques et en termes bien sûr également de renforcement de capacité de négociation face aux autres. En bref, sans transformation structurelle des économies africaines, sans mise en place de chaînes de valeur régionales et sans intégration profonde, l'Afrique ne pèsera pas lourd sur la scène internationale. Je souhaite un succès à vos travaux et je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à la conception et à l'organisation de ce colloque, et notamment au niveau de notre université, au niveau de notre faculté. Je remercie le professeur Stella Moïse qui a joué un rôle important dans l'organisation de ce colloque au sein de notre faculté. Je remercie nos partenaires dans le cadre de cette activité à vocation internationale en général et à vocation africaine en particulier. Et j'espère que cette collaboration ne sera que le premier pas vers le renforcement des liens de coopération, d'interaction et de collaboration. Merci pour votre attention. Donc, je change de casquette, je vais modérer un peu. Donc, je vais donner la parole à M. Johan Billon, qui est directeur général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Vous avez la parole. Chers toutes et tous, merci à beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cet événement. Évidemment, merci
Alors je serai assez bref, je ferai un mot avant tout sur l'organisation de cet événement. Ce colloque, la deuxième édition d'un colloque centré sur les problématiques de l'Afrique, et il a été réalisé à cheval sur 3 continents. Nous, l'Institut qui sommes en France, l'Université Mohamed V en Rabat, ainsi que Cap Afrique, qui sont au Canada. Donc notre faculté, si vous voulez, à utiliser, à nous appuyer les uns sur les autres, a été déterminant dans l'organisation de cet événement. A fortiori quand on sait qu'on n'a pas vraiment toutes les mêmes habitudes au travail et toutes les mêmes interprétations des différentes perspectives que nous souhaitons traiter aujourd'hui. Ce qui nous a permis de réussir ce colloque, et ce qui a permis aussi le dynamisme de notre organisation, c'est qu'on était tous centrés sur justement ces problématiques-là africaines. On avait tous à cœur de mettre au cœur d'un événement sur son continent des problématiques spécifiques à l'Afrique et surtout qui abordent une perspective essentiellement africaine. Nous avons reçu plus de 80 propositions du monde entier, honnêtement, ce qui est très agréable pour nous, une majorité de contributions d'Afrique, essentiellement subsaharienne. Donc, et beaucoup de doctorants. Et ça, c'était aussi une volonté que nous avions, c'était de mettre en avant la recherche. Pour compléter un peu les propos de M. le doyen, l'Afrique, en tant qu'acteur géopolitique global, ne pourra peser qu'en prenant en considération ses représentations, sa perspective, et évidemment sa jeunesse, et ses chercheurs avec eux, qui ont leur propre vécu. L'Afrique est une puissance démographique, elle va continuer à devenir, un continent qui est jeune, un continent qui est dynamique, et c'est aussi tout cela qu'on voulait traiter en filigrane à travers donc, ce sujet très transversal. Donc une nouvelle fois, merci à l'Université Mohamed V et à Cap Afrique qui ont permis l'organisation de cet événement. Un mot bref sur évidemment le fond, c'est ce qui nous intéresse avant tout ici. Je ne vais pas m'attarder, on va avoir l'occasion toute la journée de débattre sur ces différentes questions, mais ce qui est essentiel aussi, c'est la représentation de l'Afrique, des Afriques. Lorsqu'on a décidé vraiment d'adopter ce titre-là, de choisir donc l'Afrique au pluriel, entre parenthèses, on voulait mettre en avant une chose, c'est la pluralité, la grande diversité évidemment du continent africain, qu'on a tendance peut-être encore en Europe à considérer comme une forme de bloc monolithique, avec les mêmes préoccupations, les mêmes perspectives, les mêmes représentations. Et également une diversité de perspectives à l'intérieur du continent, au niveau régional. On se rend compte que beaucoup d'acteurs en Afrique partagent certaines problématiques, mais toutes n'ont pas les mêmes perspectives. M. le doyen parlait justement des offres de partenariat qui sont différentes, des questions de valeur qui sont extrêmes, qui sont déterminantes lorsqu'on se positionne vis-à-vis de l'Afrique, que ce soit Chine, Russie, Europe ou États-Unis. Et bien justement, la prise en considération de toutes ces perspectives-là, la diversité du continent africain s'exprime aussi par ces problématiques géopolitiques et surtout par les solutions. Les Africains veulent devenir acteurs de leurs propres solutions, dans une position vraiment d'être une denrée. Et c'est aussi une des grandes thématiques qu'on souhaitait soulever à travers l'organisation de ce colloque. En tout cas, je remercie encore une fois donc, tous les acteurs à l'organisation de cet événement. Il faudrait traiter vraiment de toutes les thématiques que nous souhaitons évoquer en filigrane. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très bons échanges, de très bons débats tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Merci. Donc, je donne la parole à M. Charles Mbala, directeur du Centre d'analyse et de prospective sur les Afriques plurielles, donc bien de l'Amérique du Nord en général, mais du Canada en particulier. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le doyen. Monsieur le doyen de cette auguste, généreuse et hospitalière faculté, professeur Boufran, cher aimable et bienveillant collègue, professeur Guédari, cher partenaire, M. Briand, directeur général de l'Institut EGA, cher Emmanuel, pilier solide de cette coopération,
et sans lequel cet événement n'aurait jamais eu lieu. Chers collègues venus de partout des coins du monde, mesdames et messieurs présents en personne et en ligne, j'ai choisi d'intituler mon propos « L'urgence de l'altérité, ancrer la géopolitique dans la prospective et la prospection ». 3 raisons derrière ce titre que je vais développer un peu en 20 minutes. On m'a dit que j'avais à peine 30 minutes, mais je vais juste prendre 20 minutes. Moi, je rigole, je ferai que 5 minutes. Donc, 3 raisons derrière ce titre, articulées autour de 3 tensions essentielles. Le monde change, mais notre ordre mondial résiste. L'ordre jadis hiérarchique entre le centre et la périphérie est en cours d'inversion, mais l'ancien centre est encore sourd à la voix de ce qu'on pourrait considérer, ou alors ce qui a été considéré comme étant la périphérie. Les Afriques sont en transformation, mais notre regard sur ce continent commence déjà à brouiller. Cette 3 tensions révèlent et résument 5 monocultures, pour reprendre l'expression du sociologue portugais Boaventura de Sousa Santos. Donc 5 malaises, si on peut dire, dans la monoculture de la connaissance, la monoculture du temps linéaire, la monoculture de la naturalisation des différences, la monoculture de l'échelle dominante et enfin, la monoculture de la production capitaliste. Si vous me laissez le temps de le développer, ça me prendra que 15 minutes, mais je pense que dans la discussion, on aura le temps, si ça vous intéresse, de discuter de ça. Ces malaises monoculturels ont façonné en Occident une image et un portrait apocalyptique des Afriques. J'en cite quelques-uns des éléments de ce portrait. L'Afrique des maladies, l'Afrique des crises alimentaires, l'Afrique de la malgouvernance, l'Afrique des 3e mandats, et j'en passe. L'Afrique surtout des malices et l'Afrique des milices. Pourtant, une autre Afrique existe bel et bien. Les personnes venues d'ailleurs peuvent confirmer avec moi que ce beau pays et cette belle ville sont le témoignage vivant de cette Afrique qui marche. C'est cette Afrique que le Centre d'analyse et de prospective sur les Afriques, en acronyme CAP-Afrique, a vocation à rendre compte. CAP-Afrique est un observatoire de l'Université du Québec à Montréal et partenaire du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. CAP-Afrique, disais-je, a pour mission, et je cite, de contribuer à fournir un éclairage sur les différentes dynamiques de transformation dans les Afriques au moyen de recherche, de conception d'outils d'analyse comparative dédiés à l'aide à la prise de décision sur la base de données empiriques recueillies localement par l'entreprise de sources, de personnes ressources et d'entités homologues et partenaires situés aussi localement. En tant qu'observatoire, le CAP-Afrique essaie de conjuguer prospective et prospection et s'efforce d'aller au-delà de cette conception tant répandue qui consiste souvent à faire de ce continent un continent Afrique, c'est-à-dire un continent d'opportunités, surtout économiques et commerciales. Ce faisant, le CAP-Afrique croit au dialogue, au réseautage et à la co-construction des savoirs dans une perspective de justice cognitive et de transférabilité de pratiques exemplaires. L'idée ici est que le dialogue est non seulement une exigence éthique pour la coexistence pacifique, mais aussi et surtout une méthode d'ouverture à la diversité sociale, épistémique et culturelle. Il s'agit donc d'un dialogue ouvert, polyphonique et égalitaire, poursuivant l'objectif de contribuer de manière décisive à la création d'une intelligibilité réciproque, à la création de liens multicolores de compréhension, de reconnaissance et de respect entre toutes les sociétés et toutes les sources de savoir et de connaissances. C'est dans cet esprit que le CAP-Afrique a joint sa voix à celle de l'Institut EGA et du Laboratoire d'études et de recherche juridiques et politiques
de l'Université Mohamed V de Rabat pour, à court terme, animer les réflexions d'aujourd'hui autour des enjeux de l'attractivité des Afriques et à long terme, conjuguer nos analyses sur le monde qui nous entoure et, comme nous l'espérons, parvenir à transformer notre regard sur l'autre et faire évoluer nos grilles d'analyse sur le Sud et en l'occurrence sur les Afriques. Je nous souhaite donc de bons échanges et surtout un dialogue constructif. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Donc, je donne la parole tout de suite au professeur Abdoulaye Diaby, qui est le représentant local de ce dialogue, qui a joué un rôle déterminant dans l'organisation de cette activité au sein de la faculté de sciences économiques et sociales suisse qui relève de l'Université Mohamed V. Abdoulaye Diaby, qui est professeur, bien sûr, et également directeur du laboratoire d'études et de recherche juridique et politique domicilié au niveau de notre faculté et relevant de l'Université Mohamed V. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, monsieur le doyen, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends part à cette deuxième édition du colloque international tenu à Rabat, parce qu'on a déjà organisé un colloque, la première édition à distance l'année dernière. Je tiens premièrement à remercier les organisateurs pour les efforts déployés durant ces 6 derniers mois et qui ont permis le déplacement d'une pléiade d'universitaires, d'experts et de chercheurs pour débattre autour d'une question d'une importance certaine. Un grand merci donc pour le comité d'organisation, pour le comité scientifique, chacun en son nom et sa qualité, mais les remerciements vont également à notre doyen qui n'a pas hésité à faire sien l'idée d'abriter les travaux du colloque international dans sa deuxième édition et d'œuvrer avec l'équipe décanale, le secrétariat général, le vice-doyen chargé des affaires académiques, chargé des affaires de la coopération internationale et du partenariat, pour faciliter le déroulement des travaux dans de très bonnes conditions et satisfaire tant les besoins matériels, logistiques et financiers. Également au nom des chercheurs affiliés au LERGIP, Laboratoire d'études de recherche juridico-politique, j'exprime notre disponibilité à nos partenaires, l'Institut EGA et CAP Afrique, pour élaborer, pour approfondir notre collaboration scientifique et académique à l'avenir, parce que nos intérêts convergent à plus d'un titre et les champs à prospecter constituent certainement une collaboration fructueuse. La thématique retenue par le colloque international de Rabat met le continent africain, place le continent africain au cœur de deux triangles diamétralement opposés. Un triangle classique, c'est le triangle Europe-France, un triangle nouveau, donc constitué par des pays émergents, à savoir la Chine et la Russie. Ces deux triangles s'inscrivent dans une dynamique que connaissent les relations internationales contemporaines, marquées par le passage donc, de considérations géopolitiques vers des considérations géoéconomiques depuis le début des années 90. Pour prendre le premier triangle, France-Europe, généralement on a avancé la mission civilisatrice qui a été avancée parmi les justifications européennes de la colonisation et qui va marquer les Afriques au pluriel, tant sur le plan culturel, avec l'usage par exemple de l'anglais, le français, le portugais ou l'espagnol en tant que langue officielle
en Afrique subsaharienne, mais aussi sur le plan politique, économique et financier avec l'adoption du franc CFA. Si on prend le cas de la France, la politique africaine de la France repose sur des conférences tenues à intervalles réguliers, les sommets Afrique-France depuis 1973, également repose sur une activité conventionnelle bilatérale très importante avec les pays africains, des accords donc, qui ont été signés, qui instaurent une coopération globale qui touche les domaines économiques, politiques, sécuritaires et sociaux. Cette politique française africaine de la France, il faut constater donc qu'il faut la replacer dans le cadre d'une construction, d'une intégration européenne sans cesse approfondie. N'est-ce pas, le traité de Rome de 1957 déjà, dans son titre 4, on parle de 1957, déjà le titre 4 du traité de Rome rapporte l'association des territoires d'outre-mer, français principalement, en Afrique, à la communauté économique européenne. Là, c'est... Aujourd'hui, l'Union européenne des 27 États membres constitue le premier donateur mondial de l'aide publique au développement en faveur des pays partenaires. En 2021, pratiquement 70,2 milliards d'euros qui ont été consacrés par l'Union européenne pour l'aide, l'APD. Observons ici que cette coopération de l'Union européenne concerne tant ce qu'on appelle le groupe ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique, et reposé dans le temps sur les conventions de Lomé, Togo, depuis 1975. Et ces conventions, généralement, instaurent un accès préférentiel au marché européen pour des exploitations spécifiques, le système STAVEX, ou également pour le système SISMIN pour la coopération minière. D'ailleurs, ces deux systèmes ont été abolis donc, depuis 2000 avec l'instauration, bien la signature des accords de Cotonou, Bénin. Et ces derniers également vont céder eux-mêmes donc, le pas à une nouvelle génération dite d'accords de partenariat économique conclus le 3 décembre 2020 entre l'Union européenne et les pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mais l'ensemble converge vers une volonté de contribuer au développement économique, social des États partenaires. D'ailleurs, comme le souligne à juste titre le préambule de l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne, qui est actuellement la base légale de la coopération entre l'Union européenne et le Maroc, accord qui a été signé donc le 26 février 1996 et qui est entré effectivement en vigueur depuis le 1er mars 2000. Cet accord s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'une création d'une ZLECA, une zone de libre-échange continentale africaine, dans laquelle circulent librement les biens, les services, malheureusement pas les personnes, parce que les personnes restent assujetties aux modalités de délivrance des visas auprès des autorités consulaires des États d'accueil. Ces accords de partenariat conclus avec tant le Maghreb, en fait aussi le Machrek, donc tout ce qui est Égypte, Jordanie, Liban, Syrie, sont fondés sur des relations commerciales entre économies de marché et également sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Et ces accords contiennent pratiquement des dispositions similaires visant à instaurer, tant reposant généralement sur 3 piliers, un dialogue politique, un partenariat pour créer une zone de libre-échange et une coopération sociale et culturelle et qui essaie de réglementer la question migratoire. Pour autant, cette coopération
classique et ancré dans l'histoire de l'Europe et de la France avec l'Afrique, se trouve, j'allais dire, concurrencé à partir du milieu des années 90 par la montée en puissance des nouveaux pays émergents, et dans un contexte marqué par la fin de la guerre froide et la création de l'OMC par le traité de Marrakech de 1994, et qui annonce la libéralisation des échanges commerciaux. Modèle en concurrence, c'est effectivement le cas avec l'autre triangle Chine, Russie et Afrique. Effectivement, le commerce chinois avec l'Afrique n'a cessé d'augmenter, passant de 11 milliards de dollars en 2010 à 282 milliards de dollars en 2022, consacrant de la sorte sa position de premier partenaire commercial de l'Afrique pendant ces 14 dernières années d'une manière consécutive. Et si la coopération afro-européenne repose sur un programme généralement libéral de démocratisation et d'intégration régionale, il faut noter ici que la coopération afro-chinoise n'est pas conditionnée d'une manière générale à des réformes politiques ou économiques. Ce qui compte, c'est l'économie. Et d'ailleurs, pour paraphraser un officiel chinois lors de la traditionnelle tournée africaine en janvier 2023, l'Afrique devrait être une grande scène pour la coopération internationale plutôt qu'une lutte pour les enjeux des grandes puissances. On estime d'ailleurs la présence de pas moins de 200 000 Chinois contractuels sur le continent africain, une présence qui consacre le choix de la Chine pour des résultats concrets, et liant d'une manière générale conjointement l'aide, l'investissement et le commerce, des investissements qui concernent pratiquement tous les secteurs: transport, routes, chemin de fer, distribution électrique, la production de l'électricité, notamment les barrages, l'exploitation minière, la construction urbaine, communication, installation industrielle et agriculture. En 2013, la Chine a lancé les nouvelles routes de la soie pour connecter les économies de plus de 65 pays, œuvrant de la sorte à la création de zones économiques spéciales en Afrique, notamment de l'Est. Et sur le plan financier, 153 milliards de dollars est le montant octroyé aux pays africains durant la période 2000 et 2019, sous forme généralement de prêts à long terme. Et ces données factuelles ont un impact positif chez les Africains. Le modèle chinois de développement demeure le modèle préféré des Africains, après celui des États-Unis d'Amérique. En tout cas, c'est ce qui ressort des sondages de l'Afrobaromètre dans 34 pays africains réalisés entre 2019 et 2021. La montée en puissance de la Chine se trouve par ailleurs concurrencée par la Russie. L'influence de la Russie depuis 2019 est accentuée par le déclenchement de la guerre en Ukraine et la présence du groupe paramilitaire Wagner actif dans 24 pays africains. Le prochain sommet Russie-Afrique, prévu fin juillet prochain, s'annonce déjà sous des couleurs économiques, fustigeant ce qu'ils appellent le néocolonialisme occidental. La Russie a signé de nombreux partenariats économiques et militaires. Une coopération avec les pays africains est prévue ici dans pratiquement le domaine de l'énergie, de la médecine, et également une ouverture importante des universités russes pour accueillir les étudiants africains. Mesdames et messieurs, cette architecture générale des deux triangles nous interpelle sur les différentes facettes
de ces faits. Et les faits, comme vous le savez, sont têtus. Ils sont là pour nous rappeler que les enjeux sont importants pour les pays africains, tant sur l'impact de l'élaboration de leur propre politique de développement que sur le plan de leur politique étrangère d'une manière générale. J'ai la conviction que les différentes communications qui seront présentées durant cette journée apporteront des réponses pour comprendre sous différents angles d'analyse les rapports complexes et compliqués à la fois entre les deux triangles de l'Afrique. Je vous souhaite un bon séjour à Rabat et à vos travaux plein succès.